Je vais vous laver. Là, On l'a. il est là. Ah, tu l'as, ok. Moi, je fouillais, j'étais là, on l'a pas. Qu'est-ce que tu dis? On cherche depuis Je regardais tantôt. là-dedans. Non, mais je savais qu'il était là. Donc, je vais faire rentrer le public, puis après, je vais faire rentrer C'est quoi le nom de la salle ici, s'il te plaît? 1307, Merci. au Palace des Princes. 3e étage? Premier étage. On est au premier ici? Oui. T'attends Tantôt, la visite? Non, parce que j'ai les jeux de cartes à donner au... Est-ce que c'est bon? Vous êtes prêts pour que le public rentre? Oui. Oui. Oui? Bon, c'est bon? Super. Il y a eu. On notera directement là-dessus, nous aurons pas fait. On va faire sur le papier, puis faire là-dessus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si on avait plus ou moins faisabilité et tout, mais c'est qu'on aura plus. C'est la même chose, c'est ça. Ouais. Allô? Je savais pas qu'il y avait un public. Ok, eux, ils ont clairement manqué de temps, parce que leur PowerPoint, c'est une chose. C'est ça, en plus. Mais parce que l'affaire, c'est que... Ils ont combien de temps pour les Ouais. Mais parce que le PowerPoint qu'ils ont ici, ils l'ont imprimé comme bien longtemps avant qu'il ait fini. Donc le PowerPoint qu'on va avoir là, c'est pas forcément le même qu'on a ici. Ok. Comme il va être plus complet, lui. Premier, ça donne plus de bruit, Ouais, c'est le benchmark, c'est ça. Vous êtes prêts? Oui. Oui? Bonjour. 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 Bienvenue à la réunion financière 2016. Avant de débuter, pouvez-vous me confirmer que vous êtes l'équipe A? Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant avec le carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes sur mes doigts. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencerez. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêt. OK, donc bonjour Madame Barclay. Aujourd'hui, mes collègues et moi, donc Valérie Lavoie, Marie-Pierre Côté et moi-même, Amélie Tifo, sommes ici pour vous aider dans votre prise de décision concernant un projet d'innovation dont vous voulez faire bénéficier votre entreprise, soit 2 modèles de nouveaux produits. Puis, dans le fond, on va vous aider avec ça aujourd'hui, puis concernant aussi votre financement, puis d'autres sujets relativement à la comptabilité et la gouvernance. Donc, pour débuter la présentation, on va commencer avec une présentation d'une analyse FFOM, donc force, faiblesse, opportunité, menace, de votre entreprise, sur laquelle on s'est basé, dans le fond, tout au long de nos analyses pour être en mesure d'exploiter vos forces, d'essayer de contrer les faiblesses, puis évidemment d'aller chercher les opportunités, de ne pas se laisser abattre par les menaces de l'entreprise. Ensuite, on va y aller avec une analyse, comme je vous disais, de vos 2 options de produits, donc le modèle A ou le modèle B. Ensuite de ça, on a 2 manières de procéder au financement pour ces 2 options-là. Donc, on va y aller avec une analyse des méthodes de financement aussi. Ensuite, on va y aller avec le règlement de la poursuite parce que vous avez, dans le fond, reçu une amende pour aller probablement en procès qui peut être réglée à l'amiable aussi. Donc, on va évaluer ces 2 possibilités-là. Ensuite, on va vous parler un peu de la gouvernance et terminer sur une conclusion. Donc, pour ce qui est des forces et faiblesses de votre entreprise, comme on a pu le constater pour les éléments qui nous ont été présentés, vous avez plusieurs forces, donc c'est très bien. Vous avez beaucoup de produits, vous avez une large gamme de produits, puis vous avez des produits de qualité, donc vos clients aiment vraiment vos produits. Vous avez aussi une bonne réputation là, en termes de justement de qualité de produits, mais aussi d'expertise que vous apportez dans le domaine des équipements de sport. Vous avez aussi de l'innovation parce que bon, vous avez commencé en seulement vendant les produits puis en achetant les composantes, donc en faisant juste le boîtier des produits. Puis ensuite, vous avez décidé là, de
fabriquer vous-même vos composantes. Donc, on voit qu'il y a une bonne innovation quant à ce côté-là. Vous avez aussi, comme je l'ai dit, une bonne expertise, puis vous avez un très bon service à la clientèle que vos clients adorent, puis aussi, justement, là, vous rendez vos clients contents avec votre service à la clientèle, puis vos produits, ce qui fait qu'ils sont loyaux envers vous. Pour ce qui est des faiblesses, bien là, évidemment, pour les projets qui s'en viennent, donc le modèle A et le modèle B, les installations que vous avez présentement ne sont pas adaptées pour faire ces deux modèles-là, ces deux modèles de produits-là. Donc, c'est sûr que ça peut devenir une faiblesse, là, mais qui peut être réglée à très court terme, donc comme on va voir tantôt avec des investissements. Ensuite, là, vous avez eu, qui n'était pas vraiment de votre faute à cause d'un tremblement de terre, la contamination. Puis là, ça s'est beaucoup promené dans les médias sociaux. Donc là, c'est sûr que maintenant, ça a un impact sur votre entreprise, mais à long terme, ça peut l'avoir encore plus. Évidemment, là, parce que les réseaux sociaux, on sait comment ça se promène vite, les nouvelles là-dessus. Puis, donc, ça peut affecter votre réputation là, à long terme, puis devenir nocif pour votre entreprise. Puis, finalement, vous avez eu un problème avec une gamme un ensemble de votre produit à cause de votre directeur de production, qui a dans le fond délaissé là, une petite partie du produit qui était en manque d'inventaire, manque de stock, en pensant que ça n'allait pas avoir de répercussions, mais finalement, ça en a eu. Vous avez subi beaucoup de retours, beaucoup de plaintes des clients. Donc là, c'est sûr que là, ici, ça apporte beaucoup de coûts à l'entreprise. Ensuite, on va y aller avec les opportunités et menaces de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui aiment vos produits, qui les utilisent pour justement faire leurs recherches en profondeur et en altitude. Donc ici, c'est bon parce qu'on va pouvoir peut-être aller chercher d'autres subventions gouvernementales pour ces produits-là. Ensuite, il y a aussi un intérêt pour les sports aquatiques. De beaucoup de clients qui font ça. Par exemple, ici, il faut faire attention parce que c'est un marché restreint. Donc, il va falloir faire attention dans comment est-ce qu'on va, pour une relation coût-bénéfice, comment on va dépenser pour aller chercher cette clientèle-là, si on décide de prendre cette opportunité-là, évidemment. Ensuite, on a les menaces. Donc, c'est que ici, comme on le sait, les produits que vous décidez de faire présentement, donc A ou B, ils ont une durée de vie de 8 ans. Donc ici, là, c'est sûr que la technologie change rapidement, puis c'est toujours un défi à surmonter pour votre entreprise. Donc, on va aller avec l'analyse des méthodes habituelles pour évaluer les deux projets, soit l'option A ou l'option B. Donc, on a fait une analyse, on a fait un état de résultats prévisionnels. On a vu dans le fond que l'option A était pour engendrer 39 millions de profits au net, sans compter l'impôt, et que le projet B va avoir un bénéfice net de 44 millions. Donc, juste cet aspect-là, très de base, on voit que l'option B est un peu plus avantageuse. Toutefois, quand on regarde les flux de trésorerie en prenant en considération toutes nos charges, toutes nos dépenses, toutes nos entrées de fonds, l'investissement de la première année, donc on voit par contre que le projet A a un flux de trésorerie plus élevé. Dans le fond, on va avoir 16 millions d'entrées de fonds au lieu de 15 millions. Donc, il y a d'autres éléments aussi à prendre en considération dans les méthodes habituelles pour analyser un projet, donc le seuil de signification. Selon l'option A, si on compte en unités, il nous faudrait vendre 58 635 unités avant de pouvoir atteindre notre seuil de signification. Ce qui veut dire qu'avec un taux de 10 d'augmentation des ventes par année, ça prendrait, si je me souviens bien, de 4 ans avant d'atteindre notre seuil de signification, ce qui est très bon. En dollars, ce serait 32 millions qu'il nous faudrait de revenus avant de l'atteindre. Pour l'option B, toujours selon la même analyse de signification, il nous faudrait vendre 63 406 unités, ce qui prendrait un peu plus de temps que l'option A. Et dans le même sens, le seuil de signification en dollars est de 39 millions, donc 1 à 2 années supplémentaires avant d'atteindre le seuil de signification. Donc là, ensuite, on s'est demandé comment on pourrait aussi évaluer nos deux modèles, donc notre modèle A et B.
Puis là, évidemment, par manque d'informations, on n'avait pas un taux de rendement pour calculer une vanne pour le projet, parce que là, c'était facile de le faire. On avait, dans le fond, les investissements, on avait nos revenus puis nos dépenses. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour obtenir un autre critère d'évaluation pour peser dans la balance, à savoir si on allait choisir A ou B, on a décidé de calculer un taux de rendement interne, donc le taux le minimum pour que notre vanne puisse être rentable, notre valeur actuelle nette. Donc, si on y va avec le modèle A, ça donnerait 25,11 %, comme on le voit à l'écran, puis pour le modèle B, 22,45 %. Donc, c'est sûr que là, si on regarde juste ce critère-là, faudrait y aller peut-être plus avec le modèle B qui nécessite là, un taux de rendement moins élevé. Donc, c'est sûr, en regardant les chiffres comme ça, on a l'impression que le modèle B est plus avantageux, il rapporterait plus d'argent et les bénéfices seraient plus élevés malgré... excusez-moi, le modèle A serait plus avantageux à cause qu'il rapporterait plus de trésorerie de 1 million. Toutefois, quand on prend le qualitatif des deux projets, le projet A, on sait qu'on a eu la contamination qu'on a énumérée dans le plan due aux produits chimiques et le produit A comporte encore des produits chimiques, ce qui pourrait être encore nocif pour l'environnement, dépendamment si on a des tremblements de terre ou peu importe les effets naturels, les catastrophes naturelles qu'il pourrait avoir. Donc, ce serait plus avantageux, dans le fond, du côté qualitatif, d'aller vers l'option B, puisque c'est des produits recyclables. On sait que c'est une tendance présentement. Toutes les entreprises veulent avoir de la matière recyclable. On pourrait aller chercher une certification ISO pour le recyclage qui viendra encore augmenter la réputation, la notoriété de l'entreprise. Donc, c'est des aspects à considérer. Et il y a également, je sais que le modèle B nécessite un petit peu plus de difficultés pour les techniciens pour la réparation, puisqu'il n'est pas en 3 modèles. Toutefois, c'est démontré que l'infiltration d'eau se produit moins avec le modèle B. Donc, encore là, c'est des coûts moindres qu'on n'a pas pu évaluer faute de coûts, mais c'est à prendre en considération puisque, dans le fond, les retours qu'on a eu un petit problème avec et tout, les défauts vont être moins. Il y aurait aussi à considérer là, du côté qualitatif qui pourrait un jour être chiffré si on avait des données, que le modèle A, dans le fond, là, justement, il y a des dangers qui viennent avec ça, beaucoup de dangers. Il y a des frais de plus si on veut diminuer les dangers, mais à long terme aussi, là, on parle d'y aller avec la formation pour nos employés. Il faut les former à savoir comment est-ce qu'on va être capable de diminuer ça. Et on pourrait rentrer aussi là-dedans une gestion de la qualité. Dans le fond, il faudrait sensibiliser nos employés vraiment à ce que ça serait important, à toujours prévenir, dans le fond, dans le fond, avoir justement une qualité préventive au lieu de détective, donc sensibiliser nos employés à long terme, ce qui fait qu'évidemment, là, on engendre d'autres coûts supplémentaires relatifs à ça. C'est sûr également, le problème de retour qu'on a eu, c'est dû à un manque de stock. Si je pourrais ajouter un petit commentaire sur ça, ce serait bien d'avoir un stock de sécurité afin de s'assurer de jamais manquer de pièces qui pourraient amener à des défauts. Donc, peut-être avoir un système d'inventaire informatisé, je ne sais pas si vous en avez un, donc qui pourrait donner une alerte ou une commande automatique quand un niveau de stock est faible. Donc, ce serait à considérer indépendamment des deux options que vous prenez. Donc, ensuite, on avait les deux possibilités de financement qui étaient premièrement une dette bancaire ou deuxièmement pour financer les deux projets ou deuxièmement les actions privilégiées participantes. Donc là, on a fait une analyse là, pourquoi qu'on voudrait une ou l'autre puis pourquoi on ne voudrait pas une ou l'autre. Donc, si on va pour les pour avec la dette bancaire, donc on a créé un tableau d'amortissement. Puis, ça nous faisait, dans le fond, il y avait un 8 d'intérêt. Puis, c'était sur la durée de vie du produit, donc 8 ans. Ce qui fait que là, on calculait tout ça, ça nous faisait des versements annuels de 2 260 000. Donc là, pourquoi c'est un pour? C'est parce que c'est un montant fixe. Donc, c'est facile de faire des budgets avec ça. On sait exactement combien qu'on va dépenser par année. Puis, en ayant fait les budgets, dans le fond, pour chacun des modèles, par année, on a un bénéfice plus élevé que le montant qui nous coûte notre dette. Donc, c'est sûr qu'on aurait des bonnes chances de pouvoir rembourser ce montant-là par année.
Ensuite, pourquoi qu'on irait avec la dette plutôt que les actions? C'est qu'il n'y a aucune encaisse excédentaire de disponible dans l'entreprise, ce qui veut dire que... puis pourquoi c'est un pot pour la dette bancaire? C'est que les actions privilégiées, dans 5 ans, ils peuvent être... l'entreprise avec laquelle on fait affaire, avec laquelle on émet les actions, peuvent exiger un rachat des actions. Donc là, c'est sûr que si on n'a pas d'encaisse maintenant, s'il se passe quelque chose avec nos projets, peut-être qu'on n'en aura pas dans 5 ans aussi. Donc ça devient, dans le fond, un positif pour la dette bancaire, puisqu'on n'aura pas besoin de prévoir un gros montant d'un coup. Ensuite, pour la dette bancaire, les intérêts sont déductibles au niveau fiscal, donc ça pourrait être un avantage aussi. Le taux est relativement faible pour une dette de 13 millions, donc 8 c'est quand même raisonnable. Puis, et les intérêts sont déductibles. Donc, si on y va avec les contres, là, j'avais mis mon versement annuel de 2 260 000 dans mes pour, mais je le mets aussi dans mes comptes parce que reste que, oui, c'est facile à prévoir dans un budget, mais c'est quand même 2 260 000 à payer par année. Donc, il faut quand même s'assurer d'avoir le fonds de roulement nécessaire pour être capable de payer ces montants-là. Et là, on a mis aussi de danger pour les actionnaires ordinaires si jamais ils sont en difficulté, parce que c'est quand même un gros montant, ce 13 millions-là. Puis là, on le sait, là, avec la contamination, puis les retours qu'il y a eu, peut-être qu'il pourrait arriver quelque chose à l'entreprise dans les prochaines années. Puis s'il devient en difficulté, évidemment, ça va être de payer notre créancier en premier si jamais on se retrouve dans une situation de liquidation d'entreprise. Donc là, c'est sûr que ça pourrait être un danger pour nos actionnaires puis leur faire peur, là, pour nos actionnaires actuels. Mais c'est sûr, avec la situation d'entreprise, on ne prévoit pas qu'il y ait une liquidation, c'est certainement. On va vraiment dans le pire des cas, puis c'est un petit peu une gestion de risque si on l'a mis en place. Effectivement. Et pour les actions privilégiées, donc pourquoi qu'on prendrait cette méthode de financement-là? Ben, les actions, comme on sait, ce sont des fonds propres, donc ça augmente notre capacité d'emprunt. Donc ça pourrait peut-être nous permettre d'emprunter pour un autre projet d'innovation qui pourrait encore plus être bénéfique pour notre entreprise et démontrer encore plus à notre clientèle puis au marché qu'on est compétitif, qu'on est innovateur, qu'on a de l'expertise, qu'on est prêt à développer d'autres produits pour faire notre place sur le marché. Puis ensuite, les dividendes, c'était 20% des bénéfices de chaque année pour chacun des modèles. Donc là, il faudrait, si jamais l'entreprise est en difficulté, on a la possibilité d'émettre les dividendes, tandis qu'avec la dette, on ne pouvait pas omettre le versement des intérêts. Puis, les éléments contre. Donc, comme je le disais tantôt, on va avoir de la trésorerie à prévoir dans 5 ans. Il faut quand même avoir ce 13 millions-là parce que du jour au lendemain, dans 5 ans, l'entreprise avec laquelle on fait affaire, pour laquelle on a émis les actions, peut décider hey, « moi, je veux que tu me rachètes mes actions pour le 13 millions ». Donc, c'est quand même un gros montant à prévoir en banque. Puis, pourquoi on n'utiliserait pas, c'est que les ventes et les profits, pour l'instant, sont relativement stables. Donc, dans ce cas-là, quand une entreprise peut démontrer qu'elle est viable, on peut peut-être y aller plus avec une dette bancaire. Puis, il y a aussi le fait que ce n'est pas des actions privilégiées normales, si je peux dire ordinaires, sont participantes. Donc, il y aurait peut-être une dilution du pouvoir pour nos actionnaires ordinaires du moment. Puis, comme je le disais tantôt, là, bon, le 20% des bénéfices du projet, ça s'équivaut, si on choisit le modèle A, à 7 800 000 pour les 8 anneaux complets, puis à 8 900 000 pour le modèle B. Ça, c'est évidemment basé sur les budgets qu'on a fait avec les données qu'on avait. Donc, maintenant, moi, je vais... Excuse-moi, Marie-Pierre. Je voulais simplement finir par notre recommandation. Évidemment, on a 2 options, laquelle qu'on veut prendre. On irait plus pour la dette bancaire, vu que justement le poids de l'argument compte avoir 13 millions. Puis il y a aussi le fait que les dividendes, c'est 20 %. Puis ça, c'est si nos budgets se réalisent. S'ils ne se réalisent pas, on ne sera pas capable de prévoir de budgéter un montant. Fait que là, ça devient plate là, en termes de trésorerie à ne pas être capable de prévoir nos sorties de fonds. C'est notre budget qu'on a fait de trésorerie. Au début, je vous ai démontré, le 16 et le 15 millions étaient faits en considérant la dette bancaire comme notre moyen de financement. Donc, je vais continuer avec
avec la poursuite que l'entreprise a fait face à cause du tremblement de terre puis les déchets toxiques qui ont nuit à l'environnement. Donc, il y avait deux possibilités de rembourser, soit avec l'entente à l'amiable qui était de 100 millions, ou encore aller en cours et payer un avocat puis voir la décision qui va se passer. Donc, étant donné la stratégie qui est très conventionnelle de l'entreprise, on aurait eu tendance à recommander de payer le 100 millions tout de suite et que ce soit fait, qu'il reconnaisse la responsabilité qu'il a eue, puis que, dans le fond, ça reflète sa réputation. Cependant, le fait qu'il n'y ait pas de trésorerie disponible présentement, ça vient en jeu. Parce que s'il aurait fallu régler l'entente à l'amiable, c'était dans les 90 jours. C'est quand même une très grosse somme qui est difficile à se procurer. Donc, pour cette raison-là, on va recommander à l'entreprise d'aller en cours. Elle a quand même 50% de chance de payer moins que de payer plus. Et puis, il y a quand même 20% des probabilités aussi de ne pas payer aucune somme non plus, seulement les frais d'avocat de 10 millions de dollars. Également, par rapport à la contamination, on voit que des fois, ça arrive des petits pépins comme ça, mais ça serait bien d'avoir une gestion des risques, d'établir des contrôles pour essayer de prévenir des situations comme ça qui viennent vraiment coûter cher à l'entreprise et venir nuire à sa réputation. Ensuite, je vais continuer avec la gouvernance. Donc, on a eu une question qui nous demandait de donner des conseils et des recommandations pour l'entreprise. Donc, on suggérait d'avoir plus de membres dans le conseil d'administration, des experts aussi qui ont fait activité aussi en Europe. On pourrait avoir un expert d'Europe, des comptables, des fiscalistes, aussi des membres, le président pourrait faire partie. On a mentionné qu'il y avait seulement des hommes aussi. Ça serait bien d'avoir une diversité, d'inclure des femmes aussi, d'avoir différentes pensées. On a vu qu'il y avait aussi 3 directeurs qui faisaient partie du conseil d'administration. Ça ne vient pas respecter le concept d'indépendance d'un conseil d'administration. Puis également, dans un conseil, on voit beaucoup, c'est la stratégie, puis les directeurs sont plus au quotidien dans l'entreprise, puis il ne faut pas mélanger ces deux aspects-là. Également, ils ont mentionné qu'il y avait 3 rencontres par année, donc ça serait bien de le faire trimestriel et d'en avoir 4. Aussi de les planifier. Parce que, dans le fond, une semaine à l'avance, c'est pas assez pour pouvoir faire un conseil. Donc, on n'aurait pas le temps de parler des choses détecteuses. Toutefois, on voudrait et de la rémunération. On sait que c'était des problèmes. Dans le fond, on voudrait juste faire un rappel. On vous suggère l'option B à cause du qualitatif qui pourrait être un plus à votre entreprise. On vous suggère de le faire avec le mode de financement de dette bancaire. Et il faudrait constater. Merci. Oui, tantôt, vous avez parlé du seuil de signification quand vous faisiez votre analyse. Vous faites allusion à quoi? Parce que là, moi, je connais plus ça en audit, un seuil de signification. Est-ce que vous parlez comme du point mort? Ou... Oui, exactement. Excusez-moi. Oui, c'est le point mort, dans le fond. C'est le nombre d'unités que l'entreprise devrait vendre avant d'atteindre un bénéfice de 0. Donc, il faudrait vendre 58 000 unités pour l'option 1 avant de pouvoir faire un projet. Okay. Le seuil de rentabilité. OK. Aussi, là, présentement, vous dites qu'il manque de monde dans le conseil d'administration. Vous suggérez d'augmenter ça à combien de personnes? Un nombre impair, c'est certain, soit 5 ou 7. Vu que c'est quand même une grosse entreprise, on pourrait le mettre à 7. Toute personne qui est capable d'apporter un petit quelque chose dans l'entreprise pour prendre des décisions stratégiques. Est-ce que vous pensez que le délai d'1 semaine pour la préparation pour les rencontres, c'est suffisant? Non, c'est pour ça qu'on suggère de planifier les rencontres beaucoup plus avant. Là. Au début de l'année, on pourrait planifier les 4 rencontres trimestrielles. Okay. Ça pourrait être aussi en concordance, si on y va avec des budgets. D'habitude, on fait des budgets trimestriels le plus possible. Donc, ça pourrait être en concordance avec la fin de notre budget et le début du prochain, dans le fond du trimestre. Également, pour respecter le concept d'indépendance du conseil d'administration, il va y avoir des personnes externes à l'entreprise par la définition. Donc, c'est bien qu'il faudrait céduler les dates pour qu'eux puissent être présents également. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé là, du taux de rendement interne qui était peut-être plus intéressant, je pense, pour l'option B. Je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus et expliquer un petit peu là, en quoi ça considérait le 22,45 %.
Ben, dans le fond, c'est le taux de rendement interne, comme on le sait, c'est dans le fond le taux de rendement qu'on voudrait minimum pour que notre valeur actualisée soit à zéro, donc au seuil de rentabilité, là, en prenant en compte l'actualisation justement. Donc là, on a parti dans le fond des budgets, on a fait en premier les budgets. Ensuite, on avait les coûts d'investissement pour chacun des projets, chacun des deux modèles. Donc ça, c'était vraiment notre investissement initial qui était à l'année zéro, qui pour nous, on a pris pour acquis qui était 2016. Donc ça prenait 12 mois pour dans le fond, mettre sur pied le projet. Puis ensuite, on commençait en 2017 à vendre le produit sur le marché puis pouvoir recevoir des revenus. Donc, c'est de cette manière-là, ensuite, avec nos budgets, les revenus et dépenses budgétées, qu'on a été en mesure de calculer le taux. Merci. Le taux de rendement interne, plus il est gros, mieux c'est, ou plus il est petit, mieux c'est? Plus il est petit, c'est sûr, là, parce que plus qu'il est gros, ça va nécessiter... C'est juste à cause que ton rendement, il faut qu'il soit plus important, il faut qu'il génère plus de résultats, plus que ton rendement est gros, sinon tu ne fais pas de bénéfice en bas. Si ton rendement, par exemple, que tu aurais un taux de rendement interne de 20 mais ton investissement te rapporte seulement 10 donc c'est pas beaucoup bénéfique pour l'entreprise. Donc, plus qu'il est petit, c'est plus facile de le surpasser et de faire des profits. OK. Puis au niveau du financement, vous avez choisi d'aller vers la dette que d'aller vers les fonds propres. C'est une société qui est publique. C'est quoi les avantages et les inconvénients au niveau des actionnaires, par exemple, d'aller plus vers la dette ou plus vers les fonds propres? Ben, c'est sûr, comme pour les actionnaires, comme on l'a dit, si on y allait avec les actions, en plus, ceux-là, c'était des privilégiés participantes qu'on émettait. Donc, c'est sûr que c'est un désavantage, comme on l'a mentionné, pour nos actionnaires parce qu'il y a une dissolution du pouvoir. Eux, ils vont se séparer, dans le fond, le bénéfice. Si on avait à calculer, par exemple, le bénéfice par action, ils vont se séparer le bénéfice sur plus de personnes. Donc, c'est sûr que leur investissement initial, là, il devient peut-être moins rentable pour eux. Fait que c'est sûr que si on est capable d'aller chercher de la dette, tant qu'à nous, c'est mieux d'aller chercher la dette pour nos actionnaires présents, justement, qu'on a actuellement. OK. Puis au niveau du loyer, je ne sais pas si vous avez parlé du loyer, il y a une petite question de l'information financière à un moment donné, de loyer, là, est-ce que vous avez traité ça ou est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? On n'a pas eu le temps d'en parler. On sait qu'il y a des normes qui s'appliquent quand c'est une entreprise qui doit appliquer les FRS. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faudrait vérifier la norme. Je crois qu'il y avait c'est un produit différé. Il faudrait étaler le prix du loyer sur les 5 années. Donc, s'il y avait une petite erreur au niveau des états financiers, qu'il n'y avait pas de dépenses de loyer. Parce que c'est pas parce que tu ne dépenses pas que tu n'as pas engagé une charge au niveau comptable. Donc, c'est sûr qu'il y aurait un ajustement à faire à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.